On se retrouve dans l'info du frais sur Canal+, toujours avec Patrice Boisfer et avec Alice Darfeuille. Bonsoir Alice. Vous avez 3 invités ce soir. Jean-François Colossimo, bonsoir, historien des religions. Et puis un duo que j'adore, Madame Monsieur, Émilie Satt, Jean-Carl Lucas. Ça c'est pour l'Eurovision, on va en parler dans un instant. Alice, à vous. Bonsoir à tous les trois. Et c'est parfait parce que Jean-François Colossimo s'intéresse à l'Eurovision. Donc tout ça tombe à pic. On va commencer avec vous. Vous êtes historien, essayiste, théologien, éditeur, enseignant et écrivain. Et vous sortez donc ce dernier livre, Aveuglement, religion, guerre, civilisation. 540 pages, difficile à résumer en quelques mots, durant lesquels vous revenez sur 3 millions d'histoires, notamment sur la place de la religion. Vous racontez aussi la naissance de la théologie politique. Vous parlez du siècle des Lumières, que vous critiquez d'ailleurs, on en parlera dans un instant. Et vous exposez aussi les théories de certains politologues qui ont marqué ces dernières années. Tout cela, vous l'appelez non pas un livre, mais un reportage d'idées. Qu'est-ce que c'est ? C'était une formule qu'avait employée Michel Foucault. Vous savez, en 1978, d'un coup, on voit apparaître les prodromes de la révolution islamique. Et Michel Foucault quitte Paris, il va s'installer à Téhéran. Et il revient avec ce qu'il appelle des reportages d'idées, c'est-à-dire essayer de comprendre comment le monde bouge, c'est-à-dire essayer de comprendre comment les plaques se déplacent, comment les représentations du monde se chevauchent, essayer de comprendre en fait comment les gens se représentent le monde et en quoi ils ont peut-être raison, parfois tort, et comment en fait nous sommes imprégnés nous-mêmes de représentations dont il faut un tout petit peu sortir, prendre de la distance, respirer. Et dans ce reportage idée, donc vous parlez beaucoup de religion. On dit que pour chaque religion, l'hospitalité est une valeur sacrée. Et pourtant, quand on voit ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, je pense évidemment à Calais et à ces migrants qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont à bout et qui en sont venus hier à s'entretuer. On se dit finalement, quand on voit ces images qu'on va voir dans un instant de Calais, qu'il n'y a plus rien de sacré dans l'hospitalité. L'hospitalité, c'est une grande valeur, je dirais, méditerranéenne. C'est une grande valeur dans ce qu'on appelle les 3 monothéismes. C'est pas toujours une réalité. Vous parlez de Calais, mais vous voyez les images en Birmanie de bouddhistes qui massacrent des musulmans. En fait, une religion, ça sert à se distinguer des autres. C'est nous et c'est eux. Il y a une frontière. Et nous, on a une représentation du monde. On a des invisibles, des choses qui nous rassemblent, des totems, des tabous. Alors, une religion, ça ne sert pas qu'à ça, mais ça sert aussi quand même assez facilement à faire la guerre et à désigner l'ennemi. Et c'est en ça qu'on est aveuglé. Le titre du livre, c'est Aveuglement. Nos sociétés sont aveuglées par rapport aux faits religieux. Oui, parce qu'on vous avait promis, on est aveuglé un peu par les Lumières. Moi, je suis un enfant des Lumières, comme nous tous ici. Donc, j'aime l'autocritique. Vous vous en prenez quand même au siècle des Lumières, qui est quelque chose... Enfin, beaucoup de Français pensent que le siècle des Lumières a fait la France. Oui, le siècle des Lumières a fait la France... a fait aussi la terreur, donc il faut, oui, 1789, 1793, il faut un peu choisir. Les Lumières, c'est aussi l'idée que l'homme va devenir parfaitement autonome, il va se construire. La religion, la croyance, c'est de l'obscurantisme. L'homme va se construire par lui-même, parfaitement autonome. Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, on dit, la religion, c'est fini. On pensait d'ailleurs au XXe siècle que ça allait finir, et puis on la voit revenir de manière hallucinée, on a tous peur. Qu'est-ce qui s'est passé ? La religion, elle n'a pas cessé. On a construit ce qu'on appelle des religions séculières. C'est-à-dire, regardez la Troisième République, le Panthéon, le temple des grands hommes, le catéchisme républicain, on a même un baptême républicain. Donc la Troisième République, elle a dit dehors le christianisme, elle a fabriqué sa religion. Avant, il y avait eu Robespierre, avec le culte de l'être suprême. Regardez le nazisme, les rassemblements nazis. Regardez l'Holocauste, qui est un terme religieux, n'est-ce pas, le sacrifice. Terrible. Et regardez le communisme. Vous avez les papes, Lénine, Staline, les hérétiques, Trotsky. Vous avez l'international missionnaire, le Comintern. Et alors, l'acmé de tout, vous avez la Nouvelle-Jérusalem, Moscou, et sur la place Rouge, le mausolée où repose le fondateur, immortel, embaumé pour l'éternité. Au Cambodge, c'était pire. Lors du génocide, dans les mégaphones, les révolutionnaires disaient, même après ta mort, l'organisation te surveille. Ça veut dire qu'il y avait un au-delà ou quoi ? On n'est pas sorti de la religion. Ça veut dire que la religion et la violence sont indissociables. Tant qu'il y aura de la religion, il y aura de la violence ? Parce que la religion, c'est toujours du politique. C'est toujours une manière de solidifier les hommes, les femmes entre eux, de donner du sens au groupe. C'est un rapport à la transcendance, c'est une manière de traverser l'histoire, de se raconter des mythes d'immortalité. Il y a une puissance de paix dans les religions.
et il y a une puissance de guerre, et de ce point de vue-là, toutes les religions ne sont pas égales. Et pourquoi, selon vous, l'homme, quand on vous écoute, l'homme n'est pas capable de se dire à un moment de maturité, si c'est comme ça, eh bien on va faire sans Dieu, on va croire en l'homme, tout simplement. C'est ce qui s'est passé depuis les Lumières. Et franchement, je veux dire par là, on peut bien parler de l'Inquisition, des guerres de religion, mais enfin c'était de l'artisanat par rapport à ce qui s'est passé de manière industrielle ensuite. L'homme sans Dieu, c'est souvent l'homme sans foi ni loi, et c'est souvent en fait un loup pour l'homme, parce que ce désir de croyance, vous ne pourrez pas le combler simplement par la sagesse. Et il vaut mieux peut-être des croyances dans des paradis que vous jugerez imaginaires que dans des paradis qu'on veut instaurer de force sur Terre. C'est ça le véritable problème. Mais alors, qui est aveuglé aujourd'hui, encore une fois? Nous, on est très aveuglés en France parce qu'on a cette belle exception que j'aime beaucoup, la laïcité, mais elle ne marche plus, c'est la vérité. Et, elle est en bout de course. Voilà, elle est en bout de course. Puis on a tellement dit qu'effectivement, l'humanité pouvait se passer de religion qu'on ouvre son journal, la télé, la radio, et partout on tue au nom de Dieu. Et on n'arrive pas à interpréter ça. Alors on dit, ah oui, c'est le retour du Moyen-Âge. Enfin, le Moyen-Âge, il n'a rien fait de ce point de vue-là. C'est bien méchant de critiquer le Moyen-Âge. Non, c'est moderne. On a divinisé le politique. La divinisation du politique se poursuit. C'est plus Hitler, c'est plus Staline. C'est Poutine qui visite les monastères. C'est le président chinois qui invoque Confucius. On a tout épuisé de l'arsenal de l'homme tout seul, l'homme autonome. Alors on en revient aux vieilles méthodes. C'est ça qui se passe. Et vous nous prédisez des jours noirs, en fait. Et encore des guerres de religion? Non, les jours noirs, vous les avez... C'est assez pessimiste, quand même. Je pense qu'on a besoin d'un sursaut. Je pense qu'on a besoin d'un sursaut, si vous me permettez ce terme, un tout petit peu spirituel. On a besoin de refaire du lien qui soit réel. On a besoin d'arrêter de se haïr, de haïr finalement notre passé. Il ne faut pas faire non plus du patrimoine, mais il faut quand même... On ne refait pas le match de l'histoire. Il y a beaucoup de bonnes choses que ces religions ont apportées, particulièrement en Europe. Vous croyez en Dieu, Jean-François Colosimo? Écoutez, je vous dirais que, normalement, je ne devrais pas vous répondre à cette question en République. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, croire en Dieu. Il y a des gens qui croient au football, il y a des gens qui croient, qui ont cru dans le communisme. Disons que je pense que ce Dieu qu'on a dit mort au XIXe siècle, mais on a vu l'homme mourir ensuite. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans transcendance, mais c'est vrai aussi pour les poètes, c'est vrai aussi pour les artistes. Et je crois que de ce point de vue-là, on a besoin de retrouver du bon mythe, et non pas ces mythes terribles dont on a vu les effets dans les rues de Paris, qui sont des mythes mortifères. Et on a besoin de prendre le temps de lire ce livre, parce qu'il faut un peu de temps quand même, mais c'est passionnant, Aveuglement, religion, guerre, civilisation. Et puis on va passer à la musique, avec un thème qui n'est pas si loin finalement, parce que le thème de votre chanson, enfin le titre c'est Merci, c'est l'histoire et le prénom de cette petite Nigériane qui est née sur un bateau de migrants à quelques milles des côtes italiennes. Et finalement c'est ça qu'elle raconte, votre chanson qui va porter nos couleurs à l'Eurovision. Ce que raconte cette chanson, pour nous, c'est un point de rassemblement, justement. On a voulu retranscrire cette histoire qui nous a fait du bien, en fait, quand on a découvert ce tweet avec la photo de Merci, un message d'espoir dans le désespoir. Ça nous a fait du bien, ça nous a chamboulé, et c'est ce qu'on a essayé de faire, en fait, avec cette chanson, retranscrire cette émotion qu'on a ressentie. On s'est dit que ça pourrait faire du bien aussi si on réussissait à le faire correctement. C'est une chanson politique, une chanson moralisatrice? Non, pas du tout. Justement, c'est pas du tout une chanson politique, c'est une chanson humaine. C'est une chanson qui parle de la possibilité, justement, d'avoir de l'espoir et la lumière, quoi. La lumière qui apparaît au milieu de l'obscurité et qui permet peut-être que tout est possible après, quoi. Il sait aussi... Peut-être que certains se disent ça, c'est aussi un peu dans l'air du temps. Est-ce qu'aborder un tel thème qui touche forcément beaucoup de gens, ça peut être aussi être un moyen de gagner des points? Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal on a reçu quelques messages qui disaient ça. En fait, ça peut paraître assez naïf, mais on était en studio, on travaillait sur notre album. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est raconter des histoires. Souvent, on s'inspire de faits réels, de choses qui nous touchent. Et là, on a été touchés en plein cœur. Donc... on n'a vraiment pas réfléchi ni à des questions de politique, de morale, de promotion, parce qu'on est un tout petit groupe, on vient d'un label indépendant, on n'était pas sous la lumière finalement.
Et cette chanson-là, elle est née un peu comme Merci, enfin voilà, elle est arrivée comme ça. Et plusieurs mois après, on nous a contactés pour l'Eurovision et on s'est dit, s'il y a une chanson qu'on serait fiers d'aller représenter devant l'Europe, ce serait celle-là. Et vous avez dit d'ailleurs, ce sera celle-là et ce ne sera pas une autre chanson. On va regarder et écouter ce que ça donne surtout. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, il n'y avait rien à perdre, oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mer a pris. Je vivrai 100 000 ans, je m'appelle Merci. Voilà, donc merci. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous avez gagné l'émission Destination Eurovision, qui a fait que vous allez donc représenter la France, vous étiez face à des adversaires qui, pour beaucoup, venaient de la télé-réalité. On vous connaissait peu et le public vous a choisi. Pourquoi, selon vous? Racontez-nous un peu ce qui, à votre avis, a séduit. C'était vraiment une énorme surprise pour nous. Effectivement, c'est vraiment le public qui nous a fait gagner. Et je pense que le public a été touché par l'histoire, tout simplement, comme nous, on a été touchés quand on a reçu ce tweet par l'histoire de cette petite fille. Et je pense que... Et peut-être aussi par votre histoire. Votre histoire, ça a commencé par un coup de foudre artistique dans un bar, c'est ça? Oui, c'est ça, il y a 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait un air de dire. Ça fait un moment, ouais, c'est vrai. Il y a 10 ans, on s'est rencontrés, et puis le lendemain, on faisait des chansons ensemble, donc c'est vrai que ça a été un truc irrésistible. Et puis, très rapidement, on est devenu un couple, donc on est vraiment ensemble H24. Ça, je ne sais pas si ça les a touchés, peut-être. Non, mais en tout cas, parce qu'on n'a pas spécialement mis l'accent dessus. Peut-être une forme de sincérité qui se ressent. Voilà, on a toujours fait de la musique sans calculer. Voilà. Et puis je pense que c'est aussi parce que ça fait du bien. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de la chanson qui raconte quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, d'allier une chanson populaire avec une mélodie qui se retient, avec une histoire forte, qui soit touchante. Donc, voilà, on est super fiers que les gens aient voté pour cette chanson. Et vous voilà donc partis dans cette aventure. On ne peut pas dire que la France, alors quoi que ces dernières années ça allait mieux, mais on ne peut pas dire que la France est vraiment cartonnée à l'Eurovision. Donc cette fois, faut gagner, il n'y a pas le choix là, parce que sinon après, c'est la pression quoi, la pression tout de suite. Mais non, mais parce que c'est vrai qu'après on se dit... une fois qu'on a, si on perd, on a un peu l'étiquette des perdants, quoi. Très bien, mais non, continuez, vous avez en tête sur ça. Évidemment, on croise les doigts. François Colosimo, il croit aussi beaucoup. Et moi, je ne ferai pas du tout le reproche de ce sujet, parce que la France soit représentée par une chanson qui dit quelque chose d'essentiel, il y a des dizaines d'enfants qui meurent chaque mois en Méditerranée. La Méditerranée est devenue un cimetière. Et moi, je trouve au contraire que ça porte bien nos couleurs, de pas simplement se satisfaire d'une rengaine, mais de parler véritablement de drame le plus évident. Et qu'en plus, ce soit vraiment les gens qui les choisissent, ce sujet-là, pour les représenter. Et le fait que ce soit en français, est-ce que c'est pas un obstacle? On a eu beaucoup de chanteurs qui Je pense pas, parce qu'on a reçu justement énormément de messages du monde entier depuis notre passage dans l'émission, des gens, mais vraiment de tous les continents. Et les gens se traduisent la chanson entre eux. Ouais. On a même eu des messages de professeurs qui nous racontaient qu'ils apprenaient le français à leurs élèves avec la chanson. Et je pense que l'émotion qu'on a voulu faire ressentir, l'émotion de cette histoire, tout le monde est capable de la ressentir sans forcément parler. Il y a un petit message de Marie-Myriam aussi. Oui, exactement. Ça Elle nous était fait là très pour l'émission. plaisir. On l'a rencontrée, elle nous a félicité, elle nous a donné du courage. Je pense qu'elle aimerait bien qu'on gagne, qu'on gagne et que voilà. J'espère. Et là, vous allez faire un tour d'Europe. En fait, c'est un peu comme les Oscars, on part un peu en campagne avant la compétition, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vrai, on va aller visiter quelques pays, on va déjà voir Lisbonne, on va rencontrer pas mal d'autres candidats aussi. Je crois qu'il y a 47 chansons qui vont concourir, en tout cas en demi-finale. Donc oui, c'est un peu un marathon là, je crois. Mais on est prêts, on a hâte. Et on vous souhaite bonne chance, évidemment. Et puis vous serez en concert, je crois, au Petit Bain. Et les profits seront reversés à l'association SOS Méditerranée. C'est ça, le 5 mars. Voilà.